venu. Vraiment, merci pour votre invitation. Merci Monsieur Dupaty d'être là. Voilà. On se retrouve comme ça dans d'autres vies, avec d'autres fonctions. C'est toujours très agréable. Moi, j'aime beaucoup venir dans des lieux comme ça qui sont très différents. Pour venir faire ce que j'ai toujours en fait recommandé, que ce soit directrice d'archives départementales, directrice scientifique aux archives nationales ou directrice régionale des affaires culturelles. J'ai toujours milité pour la diffusion des connaissances et de la culture, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Et plutôt que de construire des choses parfois extrêmement compliquées, j'ai toujours milité pour des choses extrêmement simples, du cousu humain, dans la durée, avec beaucoup de persévérance. Et les librairies sont des lieux de culture, des lieux de sociabilité, où on va avoir plaisir à aller tripoter les livres, à discuter avec le libraire. Donc ce sont des lieux de culture. Par ailleurs, eh bien, il y a toute une série de lieux de culture effectivement sur un territoire, et c'est grâce en fait à la complémentarité de tous ces lieux de culture qu'on arrive à faire vivre, j'allais dire, l'intérêt de la population, un intérêt simple, non intimidant, où les gens osent pousser les portes des églises où il y a des concerts d'or, n'est-ce pas, Monsieur Dupaty? Quand ils s'enhardissent un peu, ils vont voir des galeries d'art contemporain, ils vont dans les musées, ils vont dans les centres d'art contemporain, ils vont au théâtre, et ils viennent acheter des livres, voilà, ou écouter des conférences. Et c'est grâce à toute une série d'acteurs. Et moi, je suis très redevable aux libraires et aux éditeurs qui prennent des risques économiques pour publier des auteurs historiens comme moi, et qui leur permettent de mener à bien en fait un projet éditorial. Parce que voilà, ce que je vais faire peut-être, je vais vous parler du bouquin évidemment, mais je vais aussi, tout un premier temps, puisqu'on est vraiment dans un lieu de culture, je vais vous dire un peu mon rapport à l'écriture, voilà, en tant que professionnelle au sein d'un ministère, un ministère de la culture, où j'ai une vie administrative 5 jours sur 7, et puis où moi-même je pratique l'écriture et l'écriture de l'histoire, et où je ne sépare pas en fait mes deux activités, puisque je trouve que l'écriture de l'histoire m'aide à mieux comprendre le travail que je peux faire en tant que fonctionnaire aussi du ministère de la Culture. Et c'est un engagement de longue date chez moi, qui a toujours consisté à vouloir non pas dire bonjour aux autres uniquement ce qu'il fallait faire, mais moi-même à produire de la culture pour pouvoir mieux conseiller les autres aussi après, et puis aussi pour me faire plaisir. Alors moi, ma période de prédilection, c'est le XVIe siècle, c'est la Renaissance, qui est ici, dans Femmes de la Renaissance, traitée selon un prisme large, puisque la Renaissance, en fait, très souvent, quand on regarde ou quand on se remémore nos vieux souvenirs d'école, de collège et de lycée, tout le monde se souvient de 1515 Marignan, et donc la Renaissance, c'est plutôt le XVIe siècle. Moi, j'ai choisi l'acception dans Femmes de la Renaissance de prendre un panel de femmes nées entre la fin du XVe siècle, donc la fin du Moyen-Âge, et puis pour certaines d'entre elles meurent, j'allais dire, sous Louis XIII. Et c'est une acception en fait qu'ont les anglo-saxons. Pour eux, la Renaissance, en fait, ça commence à la fin du Moyen-Âge, et puis ça va jusqu'à la période baroque. Voilà. Parce que la Renaissance, c'est essentiellement un phénomène culturel qui a consisté à un rééquilibrage entre, j'allais dire, le monde religieux, où le savoir était plutôt, le fait d'hommes d'église, et un savoir de forme laïque, où beaucoup de personnes, grâce à l'imprimerie, se sont mises à lire de plus en plus, ou quand elles ne lisaient pas, à avoir accès par le biais du colportage, ou par le biais de lieux où il était possible
représentante de la poésie par exemple, à une forme de culture qui était héritée de l'Antiquité et où on a vu monter en puissance l'usage du français, puisque François Ier en 1539 a donc, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, estimé que tous les actes de l'administration devaient utiliser le français. Donc ça a donné un coup de boost à toute une littérature en français, et c'est toutes ces conditions favorables qui ont fait que la Renaissance est la Renaissance, et que ça s'est passé au XVIe siècle, mais ça a prolongé évidemment tout cet intérêt pour la culture sur toute une partie du XVIIe. Et pour vous dire un petit peu la genèse de cet ouvrage, vous dévoiler un petit peu le dessous des cartes, la raison pour laquelle je me suis intéressée aux femmes de la Renaissance, eh bien il se trouve que parmi toutes ces femmes, en réalité, je pressentais leur existence et l'intérêt de traiter le sujet des femmes de la Renaissance à travers mes premiers travaux d'historienne, de jeune historienne, où j'ai étudié un milieu social. C'est le milieu des secrétaires du roi sous François Ier. C'était des hommes qui avaient choisi la culture pour s'élever dans la société. C'était une arme d'ascension sociale. Ces gens-là, par la fréquentation du roi, parce qu'ils avaient une capacité professionnelle à écrire des actes royaux, même à signer à la place des rois, étaient des gens qui achetaient des châteaux, qui les mettaient au goût du jour. Toute cette multitude de petits châteaux qu'on connaît en région centre-Val-de-Loire, il y en a beaucoup qui ont été construits par des notaires et secrétaires du roi. Et ces gens-là, ils ont formé l'origine de nos premiers départements ministériels. Ils achetaient des livres, ils étaient mécènes d'écrivains, de poètes. Clément Marot, lui-même, il avait un job auprès de Marguerite d'Angoulême. C'était son secrétaire, mais en même temps, il était poète. Il y avait une porosité comme ça des milieux. Et donc, j'ai étudié ces hommes qui étaient à la fois cultivés, qui avaient un grand sens politique, qui fréquentaient les imprimeurs, les poètes, qui avaient des collections d'objets d'art. Et tous ces hommes étaient mariés. Tous ces hommes avaient, entre guillemets, utilisé aussi parfois leur très beau mariage pour se faire une place dans la société. Et donc j'avais croisé les parcours des femmes de ces messieurs. Et puis finalement je me suis dit, mais je ne me suis toujours qu'intéressée à ces messieurs. J'ai regardé comment eux, ils avaient réussi dans la vie. Et pourtant je me suis servi de sources d'archives qui évoquaient l'existence de leurs femmes. Les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès. Et j'avais remarqué, il y a eu tout un chapitre de ma thèse d'école des chartes que j'avais publié en 1993, où j'avais remarqué que si je n'avais pas l'inventaire après décès du mari, j'avais l'inventaire après décès de sa veuve, et que je retrouvais des objets d'art, que je retrouvais des bijoux, que je retrouvais la description de propriétés, de petits châteaux, et que ces femmes avaient eu une influence dans la vie de leur mari. Et chemin faisant, voilà, j'exerce mon métier de fonctionnaire. Et puis en 2019, à la fin de l'année 2019, je reprends contact avec Talandier, qui est un éditeur qui produit beaucoup de livres d'histoire et beaucoup de livres d'histoire avec une vocation, c'est qu'ils puissent être lus par le grand public. Voilà, donc il demande aux historiens professionnels de faire de la vulgarisation scientifique. Monsieur de Bartillac avait repris Talandier. Talandier, j'avais déjà bossé avec Talandier il y a quelques années. Et il me dit, mais vous ne feriez pas quelque chose sur les femmes à la Renaissance, parce que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur la Renaissance qui sont ici. J'avais avant ça écrit quelque chose qui m'avait bien plu, c'était j'avais édité un texte de Philippe Duplessis-Mornay, qui était un conseiller protestant d'Henri IV, du futur Henri IV, et qui avait écrit un texte de contestation politique pour les États généraux de Blois en 1588. J'avais écrit aussi plusieurs petites biographies de François Ier. Et à la fin, il me dit mais prévoyez donc quelque chose sur les femmes à la Renaissance. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire sur les femmes à la Renaissance? Parce que depuis une dizaine d'années, les études qu'on appelle les études de genre, qui sont très influencées par l'histoire anglo-saxonne, vous savez qu'il y a maintenant des chaires d'histoire du genre
dans les universités au Canada et aux États-Unis, où on étudie l'histoire des femmes, eh bien, comment dire, je m'étais dit, il y a quand même pas mal d'historiennes réputées maintenant qui ont fait des monographies sur certaines femmes très connues et qui ont étudié des phénomènes comme le mécénat, patronnes et mécènes à la Renaissance, hein, Éliane Viennot, Madeleine Lazare pour l'histoire littéraire, un certain nombre de femmes qui ont fait des thèses très érudites sur Nicole Dufourneau qui avait fait une thèse extraordinaire sur les femmes de l'Ouest voilà, du XVIe ou XVIIIe siècle. J'ai tout ce stock à ma disposition et je me dis, je ne peux pas écrire quelque chose de mieux que ces femmes-là parce qu'elles sont universitaires, elles font ça à temps plein et moi, il faut que je trouve une autre manière d'intéresser les gens à l'histoire des femmes à la Renaissance. Alors d'abord, premier choix, hein, comme je vous l'ai dit, je prends une période chronologique assez large et surtout, je choisis de partir d'un concept qui est non pas de faire des chapitres thématiques sur les femmes, ce qui est plutôt le point de vue d'une histoire académique, mais je dis à M. Bertilla, moi je pense qu'il faut se mettre à hauteur d'hommes ou de femmes, hein, là en l'occurrence, et je vais choisir des parcours de vie. Voilà, ce qui m'intéresse, comme j'ai écrit un certain nombre de biographies, c'est essayer de voir si je peux reconstituer assez d'éléments sur l'histoire de certaines femmes pour faire partager au public le quotidien d'une vie de femme à la Renaissance, en prenant différentes facettes. Et donc, je dis à M. Bertilla, bon, je pense que si on arrive à en trouver 12, ce sera bien. Et là, il me dit, oui, mais essayez quand même de ne pas prendre uniquement les femmes très très connues, les reines et les princesses. Et en même temps, il me dit quelque chose de contradictoire. Oui, mais en même temps, il faut que le livre se vende, donc choisissez quand même quelques reines et princesses. Alors je repars chez moi avec un peu ce viatique et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais trouver au moins 12 femmes. Je vais raconter leur vie en prenant à chaque fois un angle d'éclairage différent. Mais à travers les différentes conditions sociales, les différentes origines géographiques, parce que j'ai 3 générations de femmes dans ces 15 femmes, je vais essayer de voir s'il y a une évolution de la condition féminine au cours du XVIe siècle, entre grosso modo la fin du XVe, pour les plus âgées, elles sont nées fin du XVe, et puis pour les plus jeunes, elles naissent fin XVIe et elles meurent dans les années 1640 à peu près, donc on est sous Louis XIII. Je vais voir ce qui se passe entre-temps. Est-ce que la condition féminine, elle empire ou elle s'améliore? Est-ce qu'il y a des endroits dans la vie d'une femme, des moments, des activités où elles ont plus de liberté et d'autres où elles en ont moins? Est-ce qu'on a une image plus flatteuse des femmes dans la littérature et les arts? Et dans ces cas-là, elles apparaissent dans la lumière, mais dans leur vie quotidienne, dans leur statut juridique, est-ce que leurs droits sont respectés ou au contraire, est-ce qu'ils ont tendance à s'amenuiser avec le temps? Par rapport au phénomène de la violence, des guerres de religion, celles qui subissent, comme tout à chacun, la violence de cette période-là, comment elles se débrouillent? Est-ce que l'histoire est plus dure avec les femmes parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont réputées être plus faibles et qu'elles subissent les contre-coups des guerres de religion? Toutes ces questions-là, je voulais les voir et j'ai trouvé 15 femmes qui sont, pour certaines, assez connues. Hein. Je me suis attaquée à un monstre sacré comme Catherine de Médicis ou à un monstre bienveillant comme Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Et puis, j'ai aussi essayé de travailler à faire redécouvrir des femmes qui ont été connues en leur temps, mais que le voile de l'histoire, l'épaisseur du temps, a totalement recouvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont été dans la lumière, même si c'était dans leur province, et puis après, plus rien. Ça a été le cas d'un certain nombre de femmes de lettres
comme par exemple Gabrielle de Coignard, qui est une Toulousaine, qui a eu une petite notoriété en son temps. Elle a tenu un petit salon littéraire. Ça a été le cas de Constance Frégoso, une Italienne naturalisée et qui avait trouvé refuge après la mort de son mari. Elle était arrivée du côté d'Albi et elle avait rencontré là, sur place, des compatriotes. Elle avait réussi à être remarquablement maligne, c'est-à-dire qu'elle avait rappelé à François Ier qu'il avait fait une promesse, c'est que pour chacun des fils de Constance, eh bien, il prévoyait de donner une abbaye qui produisait du revenu. Voilà, à la fois c'était une charge et c'était une source de revenus pour l'ensemble de la famille. Et on casait les neveux, les petits-neveux, c'est l'origine de ce qu'on appelle le népotisme chez nous, hein, quand on case ses proches. Et donc ces personnes-là avaient été connues à la Renaissance, et puis elles ne l'étaient plus. Et alors vous aviez des femmes qui étaient des femmes au travail, hein, elles ne se contentaient pas de vivre de leur rente, mais elles avaient un métier, et je voulais voir ce qu'il advenait de ces femmes au travail, si elles avaient une marge de manœuvre, et là j'ai pu en trouver certaines. Ce qui m'intéressait, c'était surtout au travail de voir des femmes commerçantes. Voilà, des femmes commerçantes, des femmes chefs d'entreprise. Évidemment, ce que j'ai trouvé de plus caractéristique, c'est de m'intéresser à une femme, par exemple, comme Charlotte Guillard, qui était une femme discrète, mais connue dans son milieu, puisqu'elle a épousé 2 imprimeurs de suite, dont elle est restée veuve, et elle a tenu boutique, et elle a à la fois fabriqué des livres, et elle a commercialisé des livres pour le milieu de la Sorbonne, pour tous les étudiants. Elle avait une librairie imprimerie derrière la Sorbonne, à l'enseigne du Soleil d'Or, et c'était une des plus vieilles officines d'imprimerie-librairie de Paris. Et elle a côtoyé tout ce que la place comptait de savants, d'humanistes, auxquels elle faisait corriger les épreuves. Et c'est une femme qui a pris sur le tas les techniques commerciales et qui a eu en son temps une certaine notoriété et qui a été à l'origine de dynasties d'imprimeurs, y compris aux Pays-Bas, puisqu'une partie de la famille a opté pour la réforme et est partie émigrer aux Pays-Bas. Donc ça, c'était les femmes au travail, mais j'ai trouvé aussi une femme de rang très modeste qui occupait une place très simple dans la société, Perrette Régnier, une femme qui était garde-malade. Et je me suis intéressée à la condition de ces femmes que l'on dit, parce qu'on parlera tout à l'heure un peu des idées véhiculées sur les qualités et les défauts des femmes à l'époque. Perrette était une modeste petite femme de Paris qui habitait dans le faubourg Saint-Germain et qui prenait soin de personnes malades à domicile. Elle leur portait leur repas, elle prenait soin de leur ménage, elle leur apportait aussi leurs médicaments, et c'était tout à la fois une nounou, une gouvernante, une infirmière, voilà. Et elle a été accusée, cette pauvre Perrette, par ses voisins. Le quartier commençait à s'embourgeoiser un peu. Il y avait de beaux hôtels particuliers qui commençaient à venir concurrencer les petites maisons un petit peu plus populaires du faubourg Saint-Germain. Et alors, elle habitait dans une de ces petites maisons, et elle avait des voisins un peu bruyants, et on a commencé, comme elle vivait seule, parce qu'elle était séparée de son mari, elle a commencé par attirer un peu la méfiance de ses voisins, qui étaient des gens d'une catégorie sociale juste un petit peu plus élevée qu'elle, et on l'a accusée finalement de donner refuge soit des étudiants braillards qui faisaient du raffut la nuit dans les rues, qui se battaient, des mauvais garçons, mais aussi des mauvaises femmes, des femmes qui étaient prostituées, qui se réfugiaient dans son grenier. Bon, visiblement, elle est devenue un petit peu la bête noire du quartier. Et comme elle vivait sans homme, puisqu'elle était séparée de son mari depuis des années,
Elle a eu un procès, elle a été emprisonnée. Et ça nous renseigne beaucoup sur la fragilité économique et la fragilité sociale de certaines femmes qui sont dans des milieux modestes et qui sont au service des autres. Et bon, elle a été libérée sous caution parce que son frère en fait est venu payer la caution, mais elle a été bannie donc du Faubourg Saint-Germain et après on perd sa trace, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc voici ces femmes au travail, vous voyez, avec les deux extrêmes, hein, une businesswoman prospère et une femme un peu en fragilité économique. Une femme au travail qui se trouve entre les deux, qui est une sage-femme, Louise Bourgeois, qui était la femme d'un élève d'Ambroise Paré, le célèbre chirurgien, celui qui avait tenté de soigner Henri II. Hein, vous savez, quand Henri II est mort dans un tournoi en 1559, et en fait, en soignant son illustre patient, mais sans succès, Ambroise Paré a édité un succès de librairie qui s'appelle Le traité des plaies de la tête, et en fait, qui consistait à décrire tous les traumatismes crâniens possibles et inimaginables, souvent à la suite d'événements violents comme les guerres. Et donc sa femme, en fait, était une sage-femme réputée, qui au début a accouché les femmes du peuple, et qui, par relation, à un moment donné, a été mise en fait, elle a accouché des femmes d'un statut social de plus en plus élevé, les femmes de parlementaires, les femmes d'avocats. Et un jour, parce qu'une des femmes qu'elle avait accouchées plusieurs fois était très contente de ses services, elle a été présentée à la reine Marie de Médicis. Et Marie de Médicis était toute jeune épousée d'Henri IV, et Marie de Médicis était enceinte. Et elle avait beaucoup d'angoisse, Marie de Médicis, parce que elle avait à côté d'elle une sage-femme ancienne, mais qui commençait à décliner, qui avait un caractère abominable, qui avait failli refuser d'ailleurs Louise Bourgeois son examen de sage-femme, voilà, en disant que comme elle était la femme d'un chirurgien, forcément elle allait s'acoquiner avec les chirurgiens du quartier pour avoir des clientes et piquer la clientèle à d'autres sages-femmes. Bon, elle avait fait la peau dure à cette pauvre Louise Bourgeois, et Marie Médicis souhaitait un peu se débarrasser de cette vieille sage-femme et avoir une plus jeune. Et finalement, Louise Bourgeois a été embauchée et elle a eu une grande carrière d'accoucheuse de Marie Médicis et de toutes les femmes de la bonne société. Mais elle continuait à accoucher aussi les femmes des milieux plus modestes. Et cette longue pratique, cette très longue pratique des accouchements par Louise Bourgeois permet de voir comment des femmes qui ont une formation de base, parce que les sages-femmes font partie d'une corporation, c'est pas les matrones des villages qui sont complètement illettrées et puis qui colportent des tas de pratiques liées beaucoup à la superstition. Bon, Louise Bourgeois n'était pas très lettrée, mais elle intervenait avec une éthique qui est qu'elle faisait le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle observait beaucoup le corps des femmes, elle lisait des ouvrages, elle apprenait de son mari et des médecins qui étaient autour de son mari, et elle savait que si à un moment donné il y avait des difficultés, il fallait appeler le chirurgien. Voilà. Et elle s'occupait des femmes avant l'accouchement, de leur hygiène de vie. Elle s'occupait de l'accouchement et elle s'occupait aussi des soins au nouveau-né, et elle était soucieuse que la femme se remette vite sur pied, qu'elle ait le temps de repos nécessaire, mais qu'elle se remette vite sur pied. Ce qui fait que ça a été la première femme, en fait, à publier un manuel d'obstétrique, et ce manuel d'obstétrique a eu beaucoup de succès, et elle a publié également après d'autres ouvrages plus traditionnels, sur en gros les bonnes recettes, pour garder à la fois la santé et pour garder la beauté. Parce qu'à l'époque, les femmes, l'idéal de la beauté féminine est un idéal vanté par tous les artistes, par tous les poètes également, et que ce qui caractérise une femme à l'époque, c'est la recherche de la beauté. C'est parfaitement admis, y compris chez les femmes très rustiques. Il y a une beauté rurale, comme il existe une beauté urbaine, il y a beaucoup de stéréotypes, mais
les femmes, en fait, un petit peu comme en Italie également à la fin du Moyen-Âge, fabriquent des onguents, fabriquent un certain nombre de potions. Les pharmaciens à l'époque fabriquent un certain nombre effectivement de pommades, et tout le monde cherche à se protéger du soleil, à ne pas avoir trop de rides, à recouvrer la santé et la beauté, à prendre soin de ses cheveux. Voilà, les coiffures sont très compliquées à la Renaissance, et pas uniquement à la cour. Et Louise Bourgeois nous renseigne beaucoup sur des pratiques qui sont très intéressantes et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans des principes de diététique, dans des principes qui sont liés aux soins de la peau, aux soins des cheveux. C'est extrêmement curieux. Et puis, alors, vers la fin de sa vie, je ne sais pas si elle baisse un peu, mais sur la fin de sa vie, en fait, bon, elle a un petit souci avec le corps médical. À un moment donné, il y a un accouchement qui tourne mal. C'est quand même une princesse qui... alors, l'accouchement tourne mal, c'est-à-dire que c'est surtout les suites de l'accouchement, c'est que la mère meurt. Voilà. Et il y a une autopsie. Et les médecins semblent mettre en doute la responsabilité de la sage-femme. Et Louise, piquée au vif, parce qu'elle avait une grande notoriété, rédige un mémoire en défense, et probablement elle a beaucoup d'assurance à cette époque-là, et elle affronte le corps médical, mais vraiment frontalement. Et là, du coup, piquée au vif, les experts rendent un rapport de contre-expertise, et une bataille un peu qui s'opère sous les yeux du roi, de la reine et de l'ensemble de la cour. Et on sent que Louise doit se retirer, doit cesser d'exercer parce que sa réputation est mise en doute. Et donc, elle finit sa vie en écrivant des livres et en formant sa fille qui devient sage-femme également. Et donc j'ai traité, ça m'a beaucoup intéressé de voir en fait comment certaines femmes arrivaient à avoir des métiers et à m'intéresser un peu à la diversité des métiers de ces femmes-là, que ce soit des métiers qui s'exercent en ville ou que ce soit la condition de la femme à la campagne qui a aussi un métier, puisque aux côtés de son époux, l'épouse, souvent d'abord grâce à sa dot, sert à un couple qui est fermier à démarrer dans la vie. Et ensuite, il y a des tâches qui sont communes et des tâches qui sont séparées en fonction du sexe. Et les femmes ont un rôle dans la société rurale très important. Elles s'occupent du bétail, elles s'occupent de l'entretien effectivement du foyer, elles font aussi beaucoup de tâches d'approvisionnement sur une aire géographique un peu restreinte, et elles ont, et c'est ce que Louise Bourgeois montre d'ailleurs, elles ont de manière empirique une connaissance des plantes qui fait qu'elles sont capables de dominer une petite pharmacopée familiale et de soigner les bobos les plus courants. Après, pour les choses un peu plus compliquées, les médecins interviennent, mais enfin à l'époque, la science est un peu limitée. Donc j'ai essayé de voir dans ces 15 portraits de femmes, des femmes au pouvoir, donc les reines et les princesses, des femmes au travail, des femmes dans les arts, voilà. Et puis les femmes, la dernière catégorie, alors qui sont des femmes beaucoup moins connues, encore moins connues que toutes ces femmes qui ont eu peut-être une petite forme de notoriété. Ce sont les femmes réprouvées et les femmes coupables. Voilà, les femmes condamnées par la société. Alors, j'avais le choix entre un certain nombre, effectivement, d'histoires un peu tragiques. Dans les femmes réprouvées, donc j'en ai plusieurs dans les 15 femmes, mais je vais vous parler d'une en particulier, qui est une sorcière. Voilà.
Et ma sorcière, elle est originaire du petit village de Sainte-Solange dans le Cher. Et ma fameuse sorcière, je conclus d'ailleurs, par elle, Jaquette Sadon. Voilà, Jaquette Sadon. Est une femme qui est très intéressante parce que elle permet d'étudier et de synthétiser tout ce qui peut faire peur à la société quand une femme a un caractère un peu trop affirmé, concentre en ses mains beaucoup de pouvoir, dont le pouvoir économique, car Jaquette Sadon n'est pas une pauvre femme, c'est une fermière aisée qui fait un peu peur dans son village parce qu'elle a des troupeaux. Son entreprise, oui, sa ferme est un peu à l'écart du village et elle est dans un rapport ambivalent par rapport à la communauté villageoise, à la fois très enviée, très crainte, mais en même temps un petit peu à part. Et dans cette société de la Renaissance, qui est une société où la norme sociale a un très très grand poids, toute personne un peu différente peut très vite basculer de la notoriété aux difficultés. C'est-à-dire, ça se traduit comment, les difficultés? En particulier par les procès de sorcellerie. Voilà. En même temps, je ne voulais pas tomber dans le cliché, parce que le XVIe siècle est la période où les procès de sorcellerie commencent à être de plus en plus nombreux. Ils le seront véritablement au XVIIe siècle. Alors là, c'est la période vraiment débûchée. Mais ça commence au moment du XVIe siècle. Et à cette époque-là, il y a un point de bascule, c'est-à-dire que le personnage de la sorcière est en train de monter en puissance. Mais au moment où je me trouve, où Jaquette Sadon est accusée, il y a des sorciers. C'est-à-dire, en fait, la sorcellerie peut être un acte individuel, mais elle peut être aussi un acte collectif. Et il y a des hommes sorciers comme des femmes sorcières. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir dans ce groupe de sorciers de Sainte-Solange si la femme accusée de sorcellerie avait, quand elle est face à la justice, parce qu'elle est une femme, une manière de se défendre et une manière de triompher, entre guillemets, puisqu'elle risque la mort et elle en réchappe. Et je voulais savoir si Jaquette Sadon avait développé une stratégie particulière pour affronter le juge. Elle a eu 2 procès. Premier procès au niveau de la justice seigneuriale, le petit bourg de Sainte-Solange, il y a un château, dans une tour il y a la prison, il y a aussi le tribunal. Bon. Issue incertaine du premier procès, certains accusés, sorciers et sorcières, sont condamnés à mort, et d'autres, non, et font appel, veulent être jugés par le Parlement de Paris. Sainte-Solange se trouve dans le ressort du Parlement de Paris. 2e procès. Voilà. Et là, il faut voir si Jaquette Sadon a une stratégie qui change. Eh bien, oui, entre le premier procès où elle affronte en direct le juge local qui veut faire un exemple, en finissant par la désigner, au départ, il ne l'a pas désignée elle, il y avait un collectif de sorciers, il en a évacué certains. Et puis on voit dans le procès, parce que je suis partie en fait de l'édition de son procès par un magistrat au XIXe siècle, on voit qu'il veut faire un exemple. Et c'est Jaquette Sadon qui choisit comme bouc émissaire en se disant, cette femme-là, elle est en vue dans sa petite communauté, visiblement il y a des personnes qui l'apprécient, mais qui l'apprécient parce que, en gros, ils ont un peu peur d'elle, donc peut-être qu'ils donnent des témoignages de complaisance, mais il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Et donc je vais pouvoir avoir là ma coupable idéale. Et dans la manière d'enquêter, le juge qui applique en fait les textes de réforme de la justice pris sous François Ier, qui impose une enquête par témoignage réitératif et une procédure écrite,
La manière d'enquêter, de mener un procès se rationalise au XVIe siècle. Eh bien, on a devant nous la femme accusée et le juge beaucoup plus savant qui parle latin, alors que Jacquette, elle n'est pas lettrée. Eh bien, la femme faible, en position de faiblesse par rapport au magistrat, lui, lettré, arrive à se défendre en utilisant son intelligence des situations. Elle joue même la comédie. C'est une excellente actrice. Et donc, elle arrive à se tirer d'affaire une première fois, et pourtant le procès va en appel. Et là, on va voir comment elle se débrouille vis-à-vis des juges à Paris. Eh bien, elle se débrouille de la manière suivante. À un moment donné, quand elle part dans une charrette à Paris avec d'autres accusés pour réexaminer le procès, on ne sait pas comment elle se débrouille, mais il y a 3 jours ou 4 jours pendant lesquels elle exerce visiblement une forme de pression psychologique sur un accusé un peu âgé qui visiblement a beaucoup d'admiration pour elle. Et finalement, c'est lui qui s'accuse à sa place. C'est-à-dire, en fait, il l'innocente et il dit « Mais Jacquette Sadon n'a jamais participé au sabbat, tout ce dont elle est accusée, tout ça c'est faux, et c'est moi qui suis coupable. » Et donc, en fait, comme les juges parisiens n'arrivent pas à prouver la culpabilité de Jacquette Sadon, qu'elle a eu une défense efficace au niveau du premier procès, et que finalement, un autre s'accuse à sa place lors du second procès, elle sauve donc sa peau. Et après, on perd un peu sa trace. Voilà. Et donc, à travers ces quelques histoires de vie, que ce soit de femmes connues, parce que je vais terminer par les connues, puisque j'ai voulu mettre en lumière les pas trop connues, je me suis dit, voilà, peut-être est-ce que je vais pouvoir enfin répondre à travers ces 15 parcours de vie que j'ai regardés en mettant un éclairage différent, les femmes dans les lettres et les arts, les femmes au travail, les femmes et le pouvoir politique, les femmes réprouvées. Est-ce que je vais pouvoir dégager des choses qui sont une tendance générale pour la Renaissance et l'évolution de la condition féminine? Alors, c'est là où j'en arrive à mes dirigeantes, mes reines et mes princesses, qui m'ont servi en fait essentiellement à un peu de prototype. Parce que quand vous êtes une reine ou une princesse, Marguerite d'Angoulême, Catherine de Médicis, d'une certaine manière, vous êtes tellement en vue que, ou quand vous êtes une favorite, parce que du coup j'ai aussi travaillé la question des femmes d'influence, c'est-à-dire des maîtresses et des favorites, qui connaissent un grand succès à cette époque-là, eh bien ces femmes-là, en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient les mêmes problèmes, toutes choses égales d'ailleurs, que les femmes plus bas dans la société. C'est-à-dire que les juristes ont, pendant tout le XVIe siècle, n'ont eu de cesse que d'affaiblir les droits dont les femmes disposaient pendant tout le Moyen-Âge, sous l'influence en fait d'un droit savant, qui est un droit écrit romain, où la femme étant considérée comme un être faible et mineur, il faut progressivement lui enlever des capacités juridiques. Et certaines capacités juridiques que les femmes avaient au Moyen-Âge, elles ne l'ont plus progressivement au cours du XVIe siècle. Et pour les reines, par exemple, ça a été le durcissement dans l'accès, au pouvoir, c'est-à-dire que des femmes qui ont été désignées régentes au début du XVIe siècle, comme Louise de Savoie, ont exercé un certain pouvoir, mais quand Catherine de Médicis, par exemple, devient reine, d'abord elle a des régences assez limitées, et on a l'impression que c'est des régences par défaut et pas véritablement par choix, et très vite la légende noire de Catherine de Médicis, en fait, se construit, et elle devient, dans les yeux de ses détracteurs et dans les écrits de ses détracteurs, elle devient une femme qui, en réalité, est une mauvaise dirigeante, une femme qui utilise la magie, une femme sorcière, une femme qui utilise son pouvoir de mère pour obtenir du pouvoir sur ses enfants qui sont faibles,
Et il y a toute une légende de décadence des Valois qui se construit, et qui se construit d'autant mieux que la reine est une reine et n'est pas un roi. Et en fait, on voit tout au long du XVIe siècle une visibilité des femmes dans le champ politique, et puis une situation de plus en plus difficile, et le fait qu'il y ait des guerres de religion n'arrange évidemment pas les choses, parce que les femmes étant plus fragiles physiquement, mariées jeunes avec de très nombreuses maternités, le nombre de veuves qui se remarient, c'est incalculable au XVIe siècle. Donc il y a des femmes dont la vie est très très brève. Et donc la condition féminine, autant elle est favorable dans les arts et dans la littérature, autant dans la vie réelle, elle se dégrade petit à petit qu'on arrive vers les guerres de religion. Et on observe ça, enfin, tous les problèmes que les femmes ont petit à petit dans cette belle société de la Renaissance, qui par ailleurs est une société de progrès, d'ouverture. Eh bien, on voit que quand on regarde les dirigeantes, on voit que c'est quasiment un prototype de ce qui va se passer ensuite dans l'ensemble de la société. Alors, parmi les femmes d'influence, je me suis beaucoup intéressée à une fonction, à un état, en fait, qui devient très important au XVIe siècle, qui est l'état de maîtresse royale, de favorite. Dans les idées reçues sur les femmes, parce que c'est par ça finalement qu'on conclura, il y a l'idée que la femme est plus faible physiquement, mais plus faible aussi moralement, et plus sujette à ses passions, en particulier ses passions charnelles. Voilà. Et donc, il y a une sorte d'image ambivalente qui se crée à propos de la favorite, qui est à la fois l'amie de cœur, la dame du monde, qui devient l'amie de cœur du roi. Voilà, donc ça c'est la légende un peu vertueuse. Mais très vite, on leur prête également le rôle d'intrigante, de femme manipulatrice, et c'est finalement ça qui va finir un petit peu par s'imposer. Et alors j'ai étudié dans le livre 2 personnages de favorites qui m'ont semblé intéressants, justement sur l'évolution de la perception du personnage de favorite. Le premier personnage, c'est Françoise de Foix, dame de Chateaubriand, qui est la première maîtresse déclarée et très officialisée de François Ier, voilà, et qui va, j'allais dire, devoir céder sa place à Anne de Pisseleu. Et déjà, entre Françoise de Foix et Anne de Pisseleu, il y en a une qui est mieux vue que l'autre, c'est-à-dire que Françoise de Foix est plutôt mise sur un piédestal parce qu'elle a un amour désintéressé pour François Ier, et on ne la taxe pas l'intrigante, et du coup, elle... à la cour, on estime qu'elle a une importance en termes de conseil auprès du roi. Elle sait aussi tenir sa place. Elle sait qu'il y a 2 femmes puissantes à ses côtés, qui sont Louise de Savoie et Marguerite d'Angoulême, donc respectivement la maman de François Ier et sa sœur. Donc elle, voilà, elle ne fait pas injure non plus à son mari. Voilà, d'ailleurs, elle a été maîtresse, mais très vite ça cède la place à plutôt une amitié amoureuse. Elle cède le pas à Madame de Pisseleu, qui aura une réputation plus sulfureuse. Mais alors celle qui a la réputation la plus mauvaise et la plus sulfureuse, c'est celle aussi que j'ai étudiée dans le bouquin, qui est Gabrielle d'Estrées, et qui est l'archétype de la mauvaise maîtresse, de celle qui, jetant son dévolu sur Henri de Navarre, à peine roi sans couronne, parce qu'il a mis du temps à se faire sacrer à Chartres, même pas à Saint-Denis, parce que c'était pas possible de mettre les pieds en Île-de-France, donc il s'est fait sacrer à Chartres. Roi sans couronne, mal marié à Margot, la fille de Catherine de Médicis, sans enfant, bon, une sorte de chevalier errant. Bon. Un homme en plus qui sentait le soufre, étant donné qu'il était protestant, qui n'arrêtait pas d'ailleurs de changer de religion. Et Gabrielle d'Estrées, beaucoup plus jeune qu'Henri IV, est très mal vue tout de suite parce qu'elle est accusée de lui mettre, passez-moi l'expression, le grappin dessus, parce que tout de suite elle lui fait des enfants, elle lui fait des bâtards,
méthodiquement elle lui fait des bâtards que le roi légitime très très vite. Alors non seulement les bâtards sont légitimés, mais par exemple César de Bourbon-Vendôme, donc qui se voit doté de Vendôme justement, qui est un domaine du roi avec beaucoup de revenus, eh bien ça sert à sa mère, Gabrielle d'Estrées, à établir une sorte d'autorité sur cette petite région de Vendôme. Elle s'entoure d'hommes de conseil proches du roi. Elle capte aussi pour elle un certain nombre de revenus. Et c'est une femme qui est une gestionnaire extrêmement avisée. Et en fait, l'histoire a retenu plutôt le côté Gabrielle est une coquette qui met le grappin sur Henri IV, qui lui fait des enfants et qui cherche à devenir reine de France, vous voyez. Alors qu'en réalité, les travaux récents sur Gabrielle d'Estrées montrent que ce n'était pas du tout l'idiote qu'on a voulu nous dépeindre, que c'était une femme qui était issue effectivement d'une petite aristocratie. Alors elle est liée à la région Centre-Val de Loire parce que grand-mère et arrière-grand-mère étaient des babous de la Bourdaisière, c'était des gens originaires d'abord de Bourges et ensuite de Tours. Et donc, déjà, c'était des femmes réputées assez légères, hein, les tantes. Il y a beaucoup de chansons qui moquent les mères, la mère de Gabrielle d'Estrées, sa grand-mère, sa tante, voilà. Et ça aussi, ça contribue à la réputation de légèreté de Gabrielle. Et en fait, elle finit sa vie dans des conditions dramatiques puisque elle meurt en couche. Voilà, d'une éclampsie, et alors qu'elle était presque aux portes du palais, hein, puisque Henri IV lui a donné l'anneau du sacre, et elle se faisait fabriquer déjà sa robe de mariée pour entrer au palais du Louvre dignement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces femmes au XVIe siècle, hein, qu'elles soient princesses, qu'elles soient architectes, qu'elles soient libraires, imprimeurs, sages-femmes, sorcières, gardes-malades, poétesses. On doit retenir voilà, quelques petites touches. D'abord, je l'ai dit, une forme de dégradation de leur statut juridique. Mais dans le même temps, dans la société, elles utilisent, on peut le dire, chaque marge de liberté qu'elles peuvent avoir. Elles développent toutes des compétences en matière de gestion, que ce soit des gestions de terre pour celles qui héritent de terre, alors les femmes de la petite aristocratie, les femmes de la bourgeoisie qui achètent des terres, dont les maris achètent des terres nobles, en particulier quand elles deviennent veuves, elles héritent de leur mari, c'est-à-dire les enfants effectivement héritent, mais elles ont l'usufruit, donc elles ont les revenus effectivement des terres. Et parfois certaines, dans certaines coutumes, comme la coutume de Bretagne, font plus qu'avoir l'usufruit. Les commerçantes nantais ont un statut à part. Elles continuent, elles héritent de l'ensemble des biens du conjoint. Et il faut attendre leur mort pour que les héritiers, les enfants, héritent véritablement. Donc, elles manient le droit autant qu'elles le peuvent pour effectivement conserver un pouvoir de gestion sur leurs biens. Elles sont souvent confrontées à des difficultés financières passagères au moment du veuvage, parce que, eu égard à la dégradation de leur statut juridique, qui se manifeste par le fait qu'elles ne peuvent pas passer un contrat sans avoir l'autorisation expresse de leur mari, souvent elles sont écartées un peu de la capacité juridique à contractualiser, et donc le mari gèrent à leur place, y compris la dot, et que parfois certains maris font de mauvaises affaires, et qu'au moment du veuvage, certaines d'entre elles doivent mettre en œuvre quantité de capacités de gestion pour essayer de maintenir à flot la situation familiale pour les enfants et assurer un avenir à leurs enfants. Donc, objectivement, même s'ils ont le statut, j'allais dire, juridique qui se dégrade, elles arrivent à limiter les dégâts pendant tout le siècle parce qu'elles ont de réelles capacités de gestion. C'est pareil pour les fermières, c'est-à-dire c'est des travailleuses, bon, voilà. Elles ont un certain... Puis elles savent s'entourer aussi. Hein. Certaines, si elles estiment qu'elles ne savent pas trop gérer, elles ont un conseil juridique. Voilà. Ce sont des femmes qui parfois utilisent des subterfuges
pour être protégées dans leur couple, quand par exemple, et c'est l'une d'elles, une dame bourguignonne dont j'ai pu analyser le procès qu'elle fait à son mari, elle fait un procès en annulation de mariage pour impuissance masculine. Et en fait, c'est elle qui est protégée par le droit canon, qui n'est pas le droit civil, qui est donc le droit de l'Église, parce que le droit canon estime qu'une femme qui se marie, elle a un droit, c'est celui de faire des enfants. Voilà. Et si jamais son mari ne fait pas le job, ne lui fait pas l'enfant, eh ben, c'est un des motifs, effectivement, qui permet l'annulation du mariage. Et l'étude de ce procès est très intéressante, parce que cette femme-là va chercher des témoins, des femmes témoins, qui vont faire chorus avec ce qu'elle raconte, et elle demande des dommages et intérêts à son mari. Et du coup, elle s'en sort financièrement plutôt pas mal. Elle arrive à se remarier, elle est autorisée à se remarier, et elle se remarie avec son conseil juridique. C'est pas mal, hein, voilà. Donc il lui fait 4 enfants, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé les procès, hein, soit des procès qui étaient édités, soit des procès inédits comme celui de Françoise de la Platière, c'est un procès qui se trouve dans des archives familiales en Bourgogne, à Époisse. Et pourquoi ? Parce que les procès, si vous voulez, c'est la société qui parle. Voilà. Et on demande aux juges de départager des gens qui ont des intérêts contradictoires. Et là, c'est le grand déballage. Il faut dire tout ce qu'on a, et il y a une stratégie, hein, pour présenter le grand déballage. Hein. Parce que comme on vise à obtenir du procès le maximum d'avantages, on voit que les femmes ont une stratégie. Elles utilisent une stratégie en particulier très psychologique. Les femmes sont de remarquables conteuses, c'est-à-dire l'art littéraire qu'ont les plus lettrés d'entre elles, pour écrire des poèmes, des lettres d'amour, voilà, parce qu'elles publient beaucoup, ces femmes, à cette époque-là. Eh bien, elles les utilisent aussi, pour celles qui sont plus modestes, dans les procès, pour assurer leur défense. Elles sont très éloquentes, elles savent émouvoir, elles savent raconter l'histoire, et elles savent être têtues vis-à-vis du juge qui cherche à les coincer sur un argument. Elles convoquent des témoins qui sont des témoins femmes, qui vont venir par solidarité féminine. Alors, voilà, là aussi, je me suis dit, est-ce qu'il y a une solidarité féminine entre les femmes, ou est-ce qu'il y a une concurrence acharnée ? Parce que parfois, dans les récits de cour, on a une concurrence acharnée entre les dames qui veulent tout un tabouret pour être à côté de la reine et être la dame d'honneur. Bon, alors, ça existe. Et oui, les femmes ne se font pas de cadeaux, c'est vrai. Mais c'est un cliché aussi, savamment entretenu par les juristes et les hommes d'église, pour stigmatiser, en fait, la faiblesse morale de la femme, celle qui finalement ne réfléchit pas beaucoup, caquette, et passe plus de temps à caqueter contre sa voisine, et à être médisante qu'à être bienveillante. Mais on voit aussi dans les moments difficiles que les femmes ont une solidarité entre elles. Et là, je voudrais évoquer un autre personnage dont je n'ai pas parlé, qui est l'épouse de Philippe du Plessis-Mornay. Parce que j'avais été bluffée en écrivant ce petit opuscule. Les éditions universitaires de Dijon lançaient une petite collection pour faire partager des textes difficiles d'accès à un plus grand public. Et moi, je venais de terminer la lecture des mémoires de Philippe du Plessis-Mornay, et j'étais complètement bluffée par ce discours qu'il a écrit à l'encontre d'Henri III, pour lui rappeler ses devoirs de roi par rapport à la population, hein, et puis pour lui rappeler comment les gouvernés ont confiance dans les gouvernants, et l'inverse, ce qui fait que les gouvernés n'ont pas confiance dans les gouvernants. C'est paru au moment de la crise des Gilets jaunes. Hein. Je dois dire que je me suis beaucoup amusée, parce que je lisais la presse en même temps, et je me disais, bon sang, c'est les mêmes accusations. Hein, voilà. Et donc, Philippe du Plessis-Mornay a une femme, Charlotte, que j'ai étudiée dans le bouquin. Et alors, j'étais complètement bluffée par la manière d'écrire de Philippe du Plessis-Mornay, mais j'ai été encore plus bluffée par le personnage de Charlotte, qui est une femme qui a écrit ses mémoires aussi, et qui, elle, a joué un rôle de coéquipière par rapport à son mari, et qui sauve sa peau lors de la Saint-Barthélemy, et qui est aidée de manière quasiment providentielle. Alors c'est aussi la manière dont elle présente, hein. C'est-à-dire que la providence, si vous voulez, à cette époque-là, est très importante. Tout est perdu, et brusquement vous êtes sauvé, parce que la providence agit. Mais là, la providence s'appelle
s'appelle sa chambrière, s'appelle sa femme, sa coiffeuse, s'appelle une amie qui providentiellement est mariée à un catholique alors que Charlotte est protestante, mais l'amie catholique cache Charlotte. Une autre femme se charge de la petite fille, la fille de Charlotte, et l'emmène chez la grand-mère. Il y a un entourage féminin bienveillant pour éviter que Charlotte se fasse zigouiller parce que Paris est à feu et à sang. Et Charlotte n'a qu'une idée, pendant 11 jours, sauver sa peau, prendre le bateau pour aller à Corbeil-Essonnes et ensuite en Seine-et-Marne, dans le manoir de son père à la Borde, pas loin de Blandy, qui était le fief d'une grande dame protestante et où tous les protestants de l'entourage de Condé se réunissent. Voilà. Et elle explique très bien qu'à un moment donné, elle va mettre le pied sur le bateau. Enfin, le bateau qui va partir de la place de Grève et qui va l'emmener vers Corbeil-Essonnes. Et vous savez qu'en fait, il y a eu énormément de protestants jetés dans la Seine au moment du massacre de Saint-Barthélemy. Donc là, on ne sait pas comment elle a fait pour prendre le bateau, mais enfin, à un moment donné, il y a des hommes qui la regardent et qui disent, qui trouvent qu'elle a mauvaise mine, elle est pâle, elle est amaigrie, elle a l'air de regarder comme une bête apeurée. Et ils se disent, ouh, celle-là, c'est une protestante qui a certainement quelque chose à se reprocher. On va lui poser quelques questions gênantes sur la Bible, sur machin. Et puis d'abord, on va lui demander pourquoi elle a mauvaise mine comme ça, pourquoi elle a l'air si fatiguée. Et c'est une femme qu'elle ne connaît pas. Et qui dit, ben enfin, dit-elle aux gens qui posent des questions, c'est normal qu'elle ait mauvaise mine, moi ça fait 3 jours que je ne dors plus non plus, vous vous rendez compte ce qui se passe à Paris, c'est horrible, moi aussi j'ai des coups de pompe, je m'évanouis. Et puis, les hommes disent à Charlotte, bon, c'est bon, vas-y, monte sur le bateau, mais tu as de la chance d'être une femme. On ne t'en demande pas plus. C'est-à-dire que la faiblesse, l'argument de la faiblesse chez les femmes, qu'on trouve dans tous les ouvrages des juristes et des religieux, faiblesse physique, qui les met en danger de mort quand elles accouchent, mais faiblesse morale parce qu'elles sont sujettes à toutes les tentations et qu'elles tentent aussi les hommes, et bien cette faiblesse-là, parfois aussi, peut être un avantage, parce qu'après tout, allez, on laisse filer, et elles peuvent aussi finalement être protégées. En tout cas, elles utilisent et elles retournent à leur profit, c'est ça que je veux dire, un certain nombre d'arguments qui font qu'elles sont d'abord vues comme étant de plus en plus comme des mineurs, elles sont de plus en plus occultées, mais elles résistent finalement assez longtemps. Et effectivement, bon, ça se clôt sur le fait que, voilà, vous avez rappelé en préambule, qui est que ces femmes qui ont existé et vécu pleinement leur vie au XVIe siècle, au fur et à mesure, finalement, quand il y a une reprise en main de la société au XVIIe siècle, et avec le règne personnel de Louis XIV qui commence en 1661, Louis XIV, il a vécu la Fronde, il a aussi entendu par les plus vieux témoins parler des guerres de religion qui ont eu une sorte de ressucée dans les années 1627-1629, dans le sud-ouest, il y a eu à nouveau des guerres de religion, pas du même ordre que celles qui s'étaient passées pendant la seconde moitié du XVIe siècle dans tout l'espace actuel hexagonal, mais quand même, il reste sur... finalement, il établit un pouvoir sur une société. C'est Arlette Johanna, qui est décédée aujourd'hui, qui est une grande césimiste, professeure d'université à Montpellier, qui a formé l'hypothèse que cette société qui avait connu toutes ces guerres arrive sous le règne de Louis XIV après la Fronde, assez épuisée de tous ces troubles civils, religieux, et d'une certaine manière veut la paix, veut la stabilité, et en fait est toute prête à accepter qu'un pouvoir de nature très fort et limite autoritaire vienne finalement s'imposer dans le royaume de France. Et les premières victimes, entre guillemets, de ce pouvoir-là, et bien c'est finalement effectivement les femmes qui sont priées de revenir dans des, dans des boxes bien définies, là où elles avaient essayé, si vous voulez,
hein, donner un coup de godet à gauche, un coup de godet à droite, et tracer leur chemin, et passer le temps des Amazones, hein, ces grandes dames rebelles sous la fronde, eh bien, sont assignées à des rôles qui finalement sont des rôles de composition avec des personnages assez types, des personnages types qui sont très intéressants hein, d'ailleurs. Hein. Le personnage de la religieuse, la grande mystique, alors la femme de lettres, mais un peu moins bien quand même que les hommes de lettres. Hein. Il y a quand même voilà, un abaissement du jugement. Vous savez, c'est les femmes savantes, hein, voilà, les précieuses ridicules, ces femmes qui essaient de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ça, il y avait beaucoup moins ça dans tous les parcours de vie que j'ai vus au XVIe siècle. Il y avait beaucoup moins ça au XVIe siècle, il y avait beaucoup plus grande liberté pour certaines femmes qui dominaient l'expression écrite de s'exprimer. Et au XVIIe siècle, on a l'impression effectivement qu'on se trouve à un effacement dans le pouvoir politique. Elles ne participent plus au Conseil du roi, ce qui était le cas quand même au XVIe siècle, pour les parentes, hein, bien sûr. Elles ont des pouvoirs de plus en plus limités. Elles sont renvoyées très globalement à leur rôle dominant de mère et d'épouse. Voilà. Et finalement, c'est sur ce noyau-là, véritablement, que la condition féminine se resserre. Alors, soit elles sont épouses d'un homme, soit elles sont épouses de Dieu. Finalement, il y a guère le choix. Hein. Voilà, pour la condition féminine. Et c'est une forme d'invisibilité, si vous voulez, des femmes qui s'organisent, puisqu'elles sont aussi exclues progressivement des organes de décision des corporations professionnelles aussi auxquelles elles pouvaient participer. Ces espèces d'acquis hein, chèrement défendus au moment de la Renaissance sont beaucoup moins évidents au XVIIe siècle, et on va aller comme ça vers une sorte d'invisibilisation des femmes, et finalement il y aura un boulevard au XIXe siècle pour le Code civil hein, qui sera de faire des femmes juridiquement des incapables. Voilà, des mineurs totales. Donc c'est ces parcours de vie que j'ai voulu étudier de manière vivante pour faire partager aussi le quotidien de ces femmes-là, quel que soit leur statut social et quelle que soit l'origine géographique. Alors j'ai pas beaucoup parlé j'aurais dû vous dire un peu d'où venaient ces femmes, mais vous le verrez dans le bouquin. Alors évidemment, d'un point de vue pragmatique, j'ai essayé de prendre des femmes, hein, dans les 15 femmes, des femmes sur lesquelles j'avais vraiment quelque chose à dire. Hein, voilà, parce que soit il y a des sources d'archives inédites et c'est très bien, soit il y a des sources d'archives éditées, voilà, et éditées abondamment par des historiennes et des historiens, soit ces femmes ont écrit elles-mêmes leur mémoire et c'est très utile. Soit il y a des monographies très anciennes. Finalement, j'ai redécouvert la qualité de certains articles de sociétés savantes faits au XIXe siècle sur des personnages féminins. Et puis parfois, il y a des trouvailles sur Internet qui sont hallucinantes. C'est pour Constance Frégoso, grâce à un algorithme de recherche que j'ai utilisé, j'ai eu du pot. Je suis tombée sur un recueil de lettres, Lettere di Costanza Fregoso. Et c'était un manuscrit qui a été numérisé par la BNF et mis en ligne en novembre 2019. Et en fait, j'ai commencé à écrire ce livre au moment du premier confinement, mars 2020. Pareil, pour Marie Vignon, l'une des maîtresses d'un fidèle d'Henri IV, une dauphinoise. J'ai trouvé un certain nombre de choses très intéressantes dans plutôt des articles du XIXe siècle, mais par exemple, il y avait un point dans sa vie qui était très romancé, et il s'agissait de savoir si c'était complètement romancé ou s'il y avait un fond de vrai. Et il se trouve que les collègues des archives départementales de l'Isère avaient, dans leur petite série Le document du mois, numérisé et mis en ligne sur leur site la preuve, un registre d'écrou qui montre que l'amant de Marie Vignon, donc, qui était le connétable de Lesdiguières,
était intervenu pour libérer un homme qui avait tué le premier mari de Marie Vignon. Et que la légende qui s'est donc forgée sur le fait que Marie Vignon, maîtresse de Lesdiguières, a quand même patienté 15 ans avant de l'épouser, et qui lui a fait au moins 2 filles. Bon. Hors mariage, eh bien, oui, Lesdiguières était mêlée, entre guillemets, à la mort du premier mari, non pas parce qu'il en avait commandité l'assassinat, ça on ne peut pas le prouver, on peut juste le supposer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est intervenu pour faire libérer de manière prématurée cet homme au patronyme italien et qui s'était chargé de tuer effectivement le premier mari. Donc d'une certaine manière, oui, c'est pas complètement farfelu de penser que Marie Vignon a commencé sa carrière de connétable, enfin de femme de connétable de Lesdiguières par une sorte d'homicide. Voilà ce qui en fait d'elle un personnage très sulfureux, vous l'avez compris. Évidemment, ce qui intéresse beaucoup les historiens, et de manière continue, que ce soit au XVIe jusqu'au XIXe, c'est de faire de ces femmes, finalement, des portraits, ou des portraits vertueux, ou des portraits de diablesses. Elles ont toujours fait des choses très sombres dans leur vie, et moi j'ai essayé de montrer que, en fait, qu'elles soient considérées comme de blanches colombes ou comme des femmes diaboliques, en réalité, ça c'est la perception des autres, mais elles poursuivaient des buts dans la vie qui étaient simplement de pouvoir se maintenir à un certain statut, et elles utilisaient en fait tout ce qui était en leur pouvoir, que ce soit la bonne gestion des terres, que ce soit une place en vue auprès de la souveraine ou du souverain, que ce soit un beau mariage, que ce soit d'être une maîtresse qui reste longtemps maîtresse et qui finit par devenir, voilà. Mais de temps en temps, il y en a qui finissent mal. Voilà. Donc, dans le livre, vous verrez certaines femmes assassinées. Voilà. C'est aussi le côté sombre de la lutte pour préserver un statut égal, toujours, disent-elles, dans l'intérêt de leurs enfants. Voilà. Parce que vous l'aurez compris, cette société du XVIe siècle, elle vit sur l'idéal de la transmission. Il faut toujours une terre ou un pécule à transmettre à sa lignée. Et la vie que l'on peut avoir, avec la réputation que l'on peut avoir par rapport à, à son entourage, finalement, c'est une société de l'honneur, c'est une société des normes sociales, et les deux sont nécessaires pour qu'un individu arrive à se maintenir dans la société et à transmettre ce qu'on appelle un état à ses enfants, c'est-à-dire une situation sociale. Évidemment, quand vous regardez avec notre époque à nous, voilà, où c'est plus les revenus fonciers qui font la fortune, qui font le statut social d'un individu, vous regardez ça de très très loin, et quand en plus vous regardez ça du point de vue de la situation de la femme, c'est encore plus intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.